Bonjour à tous, ici Francesco Biondimora et Marina Katsalis pour un premier épisode du podcast Histoire oubliée, les autochtones et leurs relations au territoire. Bonjour Francesco, bonjour tout le monde. La série de podcasts Histoire oubliée vous est présentée par une équipe d'étudiants à la maîtrise en histoire à l'Université de Montréal. L'objectif de cette série de podcasts est de remettre en valeur l'histoire de certains groupes généralement oubliés du discours historique dominant. Francesco, aimerais-tu nous présenter la structure de notre conversation aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Comme nous l'avons dit, notre thème aujourd'hui concerne l'histoire des Autochtones. J'aimerais souligner que notre équipe de recherche ne comporte pas de membres de communautés autochtones. Nous sommes toutefois tous des historiens de formation et avons fait de notre mieux pour aborder le sujet de manière juste et équilibrée. Commençons avec une brève historiographie, c'est-à-dire comment l'histoire des Autochtones s'est faite jusqu'à aujourd'hui, quels thèmes sont généralement abordés. Ensuite, nous parlerons du rapport des Autochtones avec le territoire, en prenant l'exemple de l'histoire de la rivière du Richelieu. Et finalement, nous parlerons un peu du travail à faire pour redonner au peuple autochtone un rôle central dans l'histoire, indépendamment de la nôtre. Donc, que peux-tu me dire sur l'historiographie récente concernant les Autochtones au Canada? Quels sujets sont généralement abordés et quelle période? On remarque que depuis la fin des années 80 et jusqu'au début des années 2000, le milieu universitaire canadien a subi un regain d'intérêt pour l'histoire autochtone, ce qui est très encourageant. Mais il reste encore quelques problèmes par rapport à ces études. Parlons d'abord des points positifs, parce qu'il y en a. Les articles scientifiques, les livres, les thèses de maîtrise et de doctorat concernant les peuples autochtones ont drastiquement augmenté à partir de la fin des années 80 sur divers sujets, particulièrement l'histoire des relations entre les Premières Nations et les gouvernements fédéral et provincial, mais aussi, quoique un peu moins, de l'histoire culturelle, religieuse ou militaire. Pour parler en termes de chiffres, les thèses universitaires passent de 9 par année en 1986 à 25 en 1997. Depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, elles poursuivent leur progression, mais sur un total de 179 thèses durant la décennie en question, de 86 à 97-2000, 59 concernent la politique indienne et l'autonomie gouvernementale, 20 seulement sur la culture et 12 sur l'éducation, c'est-à-dire les écoles résidentielles. De plus, la période la plus étudiée est toujours celle suivant la Confédération canadienne. Sur ces 179 thèses, le 2/3 traite de la période de 1850 à l'an 2000. Le problème avec cette concentration d'études après la Confédération canadienne, c'est que l'histoire des Autochtones est toujours celle en rapport avec le pouvoir colonial. Comme le dit Jan Grabowski dans un article paru en l'an 2000, de nombreux aspects de l'histoire amérindienne demeurent relativement inexplorés. La prédominance de la recherche axée sur la politique indienne et sur l'autonomie gouvernementale a relégué au deuxième plan les travaux en histoire religieuse, sociale et militaire. Le plus frappant est le formidable écart entre la multitude de travaux visant les provinces de l'Ouest et l'absence d'un intérêt comparable dans l'Est du pays. Fin de la citation. Alors, les recherches ne concernent pas tout le territoire? Mais en fait, la majorité concerne tout le Canada, puisque c'est surtout le rapport avec le gouvernement fédéral qui est traité. Mais plusieurs recherches se concentrent spécifiquement sur certaines provinces, et on constate que les Maritimes ont un très grand rattrapage à faire concernant l'histoire des Amérindiens sur leur territoire. Donc, pour faire le point, depuis la fin des années 80, il y a un regain d'intérêt dans la recherche, mais la période précoloniale concernant l'histoire sociale et culturelle ne sont pas mises de l'avant. Considérant les années où les thèses commencent à se multiplier, soit après 1990 et particulièrement en 1995, on comprend que ce regain d'intérêt s'est produit en réaction à la crise d'Oka,
qui, comme on le sait, s'est passé en 1990, ce qui explique pourquoi les thèmes abordés étaient surtout de nature politique. Aujourd'hui, les académiques, les universitaires se penchent davantage sur cette histoire culturelle, mais des efforts doivent toujours être faits pour redonner aux communautés autochtones leur place de droit dans l'histoire du Canada, sans quoi le discours public risque de s'enliser dans des conceptions archaïques pour je sais combien de temps. De quelle conception archaïque parles-tu? Bien, pendant longtemps, dans le discours historique, les Autochtones étaient considérés comme des êtres inférieurs, des êtres sans histoire, sans culture, des sauvages. En effet, il est vrai que les Autochtones sont souvent présentés avec leur coiffe de plumes ou leurs mocassins. Ils sont présentés comme des êtres peu civilisés devant la supériorité occidentale. Mais d'où vient cette conception hiérarchisée des Autochtones? Mais quand les colons européens sont arrivés en Amérique, ils ont voulu s'approprier le territoire et ses ressources. Mais des peuples habitaient déjà sur ces terres. Et il fallait que les colons justifient cette prise de possession, surtout devant le clergé. Emma Larocque, qui est une professeure au département d'histoire de l'Université du Manitoba, se spécialise dans l'étude de la colonisation et des rapports entre les Blancs et les Autochtones. Dans l'un de ses livres, When the Other is Me, elle explique qu'à leur arrivée en Amérique, les Européens devaient se bâtir un système de pensée et de représentation qui leur permettrait de justifier leur occupation de ces nouveaux territoires, puisque cette prise de possession ne se faisait ni par conquête ni par héritage. Et quelle a été la solution? Mais pour se justifier, les colons ont mis de l'avant la thèse selon laquelle les peuples qui vivaient en Amérique ignoraient les notions de loi, n'avaient pas de culture et végétaient misérablement. C'est une citation. Sans savoir se servir des terres afin de maximiser son exploitation. Le territoire était donc en quelque sorte inoccupé par une activité humaine. Ce discours s'inscrit directement dans la logique coloniale qui va instrumentaliser l'image de l'Indien afin de glorifier ses actions et plus tard son histoire. Tu as mentionné le terme indien, mais le bon terme ne serait pas plutôt autochtone ou membre d'une Première Nation? Oui, tu as tout à fait raison de le souligner. Ici, le terme indien est utilisé comme l'entend Bruno Cornelier dans son ouvrage La chose indienne. L'Indien est ici une image construite par l'ordre colonial dont les autochtones sont absents. L'Indien est unique. L'Indien, c'est un concept, celui du sauvage, de la personne peu civilisée. Ce concept-là ne représente pas réellement les autochtones. C'est là justement une partie du problème. Le grand public a souvent tendance à confondre les deux, mais alors que l'Indien, cette image ou une représentation, si vous préférez, créée par les colons, est omniprésente dans la culture populaire et le discours historique, les autochtones, en tant qu'êtres humains à part entière, sont dans une trop grande proportion absents du discours. Donc l'Indien est un concept, une invention qui vise la justification du colonialisme, alors que les Autochtones sont des individus réels et historiques qui ont été mis à part du discours historique. Et vous souhaiteriez que ce soit donné aux Autochtones une place de choix en tant qu'acteurs historiques indépendants? Même s'il y a eu de grands avancements dans le milieu académique sur le sujet, nous croyons que les Autochtones sont encore trop oubliés. Merci de la précision. Donc, pour revenir à nos moutons, c'est pour justifier les intérêts coloniaux et l'appropriation des terres que l'on a créé cette image de l'Indien. Oui, exactement. D'ailleurs, le mythe selon lequel les Autochtones ne savaient pas se servir du territoire qu'ils occupaient va justifier, à bien des égards, les politiques coloniales qui seront mises en place
au cours de l'histoire canadienne. Pourtant, rien n'est plus faux. Bien sûr, la plupart des gens savent que les Autochtones chassaient, cueillaient, pêchaient sur ces terres et qui vivaient soit dans des habitations temporaires ou des maisons longues, mais leur rapport au territoire était bien plus profond que cela et ça perdure encore aujourd'hui. Alors, comment concevaient-ils le territoire? Je vais citer ici Thomas King, qui est un métis de descendance Cherokee, dans son ouvrage L'Indien malcommode. Il dit: La terre a toujours fait partie de la définition de la culture autochtone. La terre abrite les langues, les récits, les histoires des peuples. Elle vous assure l'eau, l'air, le gîte et le couvert. La terre est partie intégrante des cérémonies et des chants. Fin de la citation. La terre, dans la conception autochtone, ne se limite pas à une exploitation agricole ou marchande. Elle est considérée comme un acteur qui permet à la culture autochtone de s'affirmer et en même temps l'influence. As-tu un exemple? Oui, bien sûr. Je vais vous raconter une histoire. Prenons l'exemple de la vallée du Richelieu. Au Québec, la vallée et la rivière du Richelieu, aussi appelée rivière aux Iroquois, est bien connue pour son emplacement stratégique et son rôle militaire et économique dans l'histoire de la Nouvelle-France. La vallée servait d'une zone de tampon entre les puissances françaises et britanniques, en plus d'être au cœur d'enjeux économiques d'envergure comme le commerce des fourrures. Elle était aussi au centre des conflits franco-iroquois qui ont poussé la construction de plusieurs fortifications. De plus, la région a rapidement été divisée entre les deux puissances impériales qui établissent une frontière. Je connais bien la vallée du Richelieu et il est vrai que son importance géostratégique dans l'histoire militaire et économique est fortement mise de l'avant. Par exemple, avec le fort Chambly que nous pouvons visiter encore aujourd'hui ou le fort Lennox. Cependant, dans ce que tu dis, c'est davantage la perspective eurocentrique, voire coloniale, qui est mise en avant. Oui, tout à fait. Cette histoire, ce récit, bien qu'il soit vrai, ignore complètement l'histoire des Autochtones sur le territoire. Euh, Pourtant, avant l'arrivée des colons, et même après, la rivière du Richelieu était au centre de la culture autochtone. De quelle manière? Pour bien comprendre l'importance de la rivière, il faut d'abord parler un petit peu de sa géographie. Le Richelieu s'écoule sur un axe nord-sud. Elle parcourt environ 120 km entre sa source dans le lac Champlain au sud et se jette dans le fleuve Saint-Laurent au nord, au niveau de Sorel-Tracy. Elle descend un petit peu plus loin au sud, outre le lac Champlain, dans le lac George et se confond à la rivière Hudson. C'est ce qui sera plus tard appelé le corridor Hudson-Champlain-Richelieu. Elle permet donc de relier la vallée Hudson aux États-Unis à la vallée du Saint-Laurent au Québec. À l'arrivée de Champlain, la vallée entourant la rivière du Richelieu était habitée par des peuples iroquois dont le territoire s'étendait jusqu'au lac Champlain, où vivaient les Abénaquis à l'est et les Mohawks à l'ouest. Ces derniers appelaient leur domaine Kanyenke, c'est-à-dire la terre des Haudenosaunee. Le Richelieu était donc au cœur d'un réseau fluvial, dans un écosystème hautement aménagé, où l'Iroquoisie se composait en villages, en terrains de chasse, en sentiers d'arrière-pays et reliait d'innombrables lieux sacrés. Donc, la vallée du Richelieu, avant de devenir la vallée des Forts, était un territoire iroquois? Oui, bien sûr, mais il ne faisait pas qu'habiter le territoire. La rivière fait partie d'un système de croyances élaboré. Selon une légende, le Kanyenke se trouvait quelque part au cœur de l'île Tortue, qui s'était formée quand la femme ciel est tombée des cieux et que la terre a été créée. De plus, la rivière se trouve au cœur d'un réseau d'échanges et de communication des différentes tribus du territoire. Dans sa thèse, Tesdal élabore bien cette réalité. Il explique que le corridor Hudson-Champlain-Richelieu permettait aux Haudenosaunee de communiquer et d'échanger. Mais lorsque les colons ont créé la frontière, est-ce que les Autochtones situés aux États-Unis ont cessé de communiquer avec leurs homologues de la vallée du Saint-Laurent? Non, non, justement,
Parce que les Autochtones ne concevaient pas le territoire de cette façon. Pour eux, les cours d'eau sont des éléments unificateurs du territoire. Ils ne sont pas des obstacles comme le conçoit la pensée coloniale. Par conséquent, la nouvelle frontière canado-américaine n'était pas quelque chose de tangible pour les Autochtones. Par exemple, à la suite du décès de Louis XIV, une période de paix s'instaure, ce qui permet aux Iroquois de la porte Est, les Mohawks, de tenter de rallier les communautés éparpillées dans le Kanien'ke, notamment leurs homologues habitants près de la rivière et les Iroquois de la vallée du Saint-Laurent. Donc, c'était pour les cours d'eau que le peuple haudenosaunee restait uni? Oui, exactement. Les échanges rendus possibles par l'exploitation autochtone des rivières et des lacs étaient d'autant plus importants que c'était pour les communautés autochtones un moyen de créer ou de renouer les alliances et ainsi agrandir leur influence. Comme l'explique Tesdal dans sa thèse, le commerce était la marque de la paix et c'était par ces échanges que les disputes étaient résolues, que leur message spirituel était partagé et que l'information circulait. Donc, contrairement au mythe selon lequel les Autochtones erraient sur les territoires d'Amérique sans autre but que la survie et qui justifiait la prise de possession européenne, les Autochtones utilisaient la terre de manière très sophistiquée et cette exploitation ne se limitait pas aux simples besoins de subsistance. La terre s'ancre dans une dynamique culturelle complexe que les colons ont cru bon de taire afin de légitimer leur ambition. Pourtant, il est évident que le Kanien'ke eut autant d'influence sur la culture iroquoise que la conception iroquoise influença la conception du Kanien'ke. En effet, il semble évident que les rapports territoriaux autochtones étaient beaucoup plus complexes que ce qui est généralement présenté dans la culture populaire et le discours historique du grand public. Par contre, je me demande si cette importance de la terre était unique à la vallée du Richelieu. Non, non, chaque peuple autochtone a sa propre culture et ses propres spécificités, mais la terre est toujours un élément central. Dans son essai, Thomas King mentionne par exemple le cas des Pieds-Noirs en Alberta, qui, voici une citation, vivent à l'ombre de Ninastico, ou la montagne chef. La montagne est un sanctuaire pour les Pieds-Noirs, et des amis sur la réserve de Standoff m'ont dit plus d'une fois que s'ils peuvent voir la montagne, ils se sentent chez eux. Fin de la citation. Ou encore les Taos Pueblo, au Nouveau-Mexique, qui, selon la tradition orale, aurait été créé à partir d'un lac local, le Bas Waïa, au lac Bleu. Aujourd'hui encore, les environs de ce lac sacré occupent une place importante dans la vie cérémonielle de la tribu. Et pourquoi est-il important que ces connaissances arrivent dans la culture générale? Bien, comme on l'a dit, les Autochtones sont souvent présentés comme les simples victimes du colonialisme, et s'il est vrai que la société coloniale leur a fait beaucoup de tort et qu'il est important de le reconnaître, nous croyons qu'il est aussi important de reconnaître l'historicité profonde de ces peuples en questionnant la vision parfois simpliste et binaire qu'il en est faite afin de démontrer que leur culture est à la fois complexe et complète et s'inscrit dans une dynamique territoriale qui lui est propre. Il est grand temps que les discours changent et que les conceptions archaïques du concept de l'Indien qu'on a mentionné plus tôt soient remplacées par une image plus réaliste et respectueuse de l'histoire et de la culture des Autochtones. Le discours n'a pas énormément changé. Pourtant, le gouvernement a reconnu ses torts faits aux Autochtones il y a quelques années. Oui, en fait, le gouvernement canadien a offert des excuses aux peuples autochtones en rapport avec leur rôle dans la création et la perpétuation des pensionnats. Aussi, le gouvernement a créé la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui a duré de 2008 jusqu'à 2015. Quels sont les objectifs de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada? La commission avait pour objectif d'exposer les maux perpétrés par les pensionnats autochtones à la population canadienne. Dans le but d'accomplir cet objectif,
La commission a enregistré des témoignages de survivants afin de perpétrer la mémoire et donner accès à des compensations financières à ces survivants, planifiait de mettre en place des mesures à l'intention d'éduquer la population canadienne et d'améliorer les conditions de vie actuelles des peuples des Premières Nations. À la suite des témoignages et des résolutions, comment décrire la vision canadienne à l'égard de la Commission? Mais la société canadienne est encore très divisée sur le sujet. Quelques personnes sont ouvertes à encourager la décolonisation du savoir, la redistribution de la terre, la revitalisation des langues autochtones. Pour d'autres, la Commission semble avoir tout réglé. Un membre du Parti conservateur, Margaret Went, a déclaré à l'intérieur de son article « Whose Truth? What Reconciliation ?» publié le 12 juin 2008 dans le Globe and Mail, que les pensionnats autochtones sont maintenant devenus le traumatisme originel, infligeant un héritage de dysfonctionnement à travers les générations. Même les petits-enfants des survivants retracent leurs problèmes au pensionnat. Il est inacceptable d'introduire une autre vérité, à savoir que certains enfants ont échappé à des abus encore pires à la maison, ainsi qu'à la tuberculose, au pouls, à la malnutrition, à une pauvreté désespérée et à l'analphabétisme. Quels sont les problèmes liés à la déclaration publiée dans le Globe and Mail? La déclaration de Margaret Went, What Reconciliation, démontre que les préjugés et le manque de reconnaissance de l'impact de la colonisation demeurent à l'intérieur des mentalités canadiennes. Notamment, Brig Captain dénonce que le travail de la Commission de vérité et réconciliation était assez sous-estimé par rapport à d'autres commissions d'enquête au Canada. Lorsque les événements nationaux de la Commission se produisaient, les journaux provinciaux publiaient souvent plusieurs articles traitant des témoignages ou des discours, des témoins honoraires ou des commissaires. Une analyse de ces articles montre que les pensionnats autochtones sont considérés comme un problème uniquement autochtone et que la société canadienne ne semble pas du tout s'identifier au traumatisme associé. Quelles sont les solutions à apporter afin de remédier à l'indifférence des Canadiens aux conséquences du colonialisme? Grâce à la sensibilisation par l'éducation, la population peut avoir la présence d'un récit historique nationaliste. En ayant accès qu'à la perspective européenne, les Canadiens ne voient pas l'étendue des injustices commises envers les Premières Nations. Dans cette optique, quels sont les mythes existants présentement à l'intérieur de la société canadienne après la Commission? Il y a plusieurs idées préconçues sur le rôle et les résultats de la Commission. Premièrement, certains pensent que la Commission sert à régler et à fermer le dossier des pensionnats autochtones pour toujours. Par exemple, Elisha Elliott affirme que quelque chose d'aussi traumatisant que le génocide n'a pas de point final définitif. Dans cette optique, Peter Harrison ajoute qu'il ne tient pas compte du traumatisme subi par de nombreux survivants des pensionnats autochtones et sous-estime la difficulté de faire face à l'impact constant d'un tel traumatisme. C'est une vision naïve qu'une page peut être tournée et tout ira bien, une question de se ressaisir et passer à autre chose. Quiconque a déjà pleuré ou souffert d'un traumatisme sait à quel point ces déclarations sont extrêmement fausses et en quoi elles reflètent une incompréhension fondamentale de la condition humaine. Fin de la citation. La réalité est que la guérison, c'est un processus subjectif, individuel, qui peut prendre du temps. Une commission ne permet pas de faire disparaître les souffrances. Ensuite, la commission sert à excuser la colonisation du Canada. Néanmoins, la commission et les excuses sont quand même un premier pas vers l'arrêt des injustices perpétrées envers les peuples des Premières Nations. Plus précisément, elle prend en considération des douleurs perçues dans les pensionnats autochtones. Thomas King met en évidence qu'à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, il y a une floraison d'excuses provenant des églises et des gouvernements. En 1986, l'Église unie a demandé officiellement le pardon aux peuples autochtones pour les mauvais traitements que leurs enfants avaient subis dans ces pensionnats. Les excuses canadiennes, quoique senties,
était à plusieurs égards une aubaine pour le gouvernement, dans la mesure où elle se limitait strictement aux sévices que les Autochtones avaient subis dans le système des pensionnats. Elle ne faisait aucune mention des traités bafoués, rien non plus sur le détournement des terres et des ressources, rien sur l'incompétence du gouvernement, l'indifférence, la fourberie, rien sur le racisme institutionnel dont les Autochtones ont été et continuent d'être des victimes. Donc le processus de décolonisation demeure distinct et doit prendre d'autres actions concrètes, comme redonner des territoires, fournir des services psychologiques, raviver les langues traditionnelles, dans le but de reconstruire une relation d'égal à égal, de nation à nation, avec les Autochtones. Quelles problématiques ressortent auprès de la mentalité des Canadiens après les recommandations de la Commission? Il y a un certain entêtement de la majorité des Canadiens à demeurer aveugle aux répercussions de son passé colonialiste sur le présent. Les méthodes utilisées afin de guérir les relations entre les peuples canadiens et des Premières Nations incorporent uniquement des traditions eurocentriques. Plus précisément, le gouvernement offre des compensations monétaires à l'égard des survivants. Mais il met beaucoup de restrictions en place qui empêchent certains survivants de recevoir ces compensations. Et de plus, il y a plusieurs survivants qui refusent cette compensation monétaire à cause du peu de résolution qui en découle. Les blessures ne sont pas nécessairement guéries par de l'argent. Elisha Elliott dit que le capitalisme se positionne à jamais comme la solution au problème du capitalisme. Le colonialisme se positionne à jamais comme la solution au problème du colonialisme, comme si pelleter plus de ce sur quoi nous nous étouffons actuellement, dans nos mois, nous aiderait réellement. Quels sont les changements à apporter à l'intérieur du programme d'éducation dans le but de faciliter une relation égalitaire entre les Premières Nations et les Canadiens? Un des changements serait de réviser le récit national à l'intérieur des programmes d'histoire au secondaire et au primaire, ceux dirigés par le ministère de l'Éducation du Québec. En effet, les manuels scolaires doivent exposer la culture des Premières Nations au-delà de la période de la colonisation française. Comme je le disais plus tôt, au fur et à mesure que les années passent, les manuels d'histoire continuent de ne pas montrer la gentilité des peuples des Premières Nations. Le programme d'histoire devrait engager des consultants des Premières Nations lors de l'écriture des manuels. Aussi, à l'intérieur des cours d'histoire, on devrait pouvoir présenter des témoignages à l'égard des traditions, de la culture et des abus en écoutant des entrevues ou des documentaires. Les cours pourraient pousser les élèves à se questionner sur les sources, les voies utilisées et les auteurs choisis pour construire le curriculum. Et puis, les voix des Premières Nations devraient être introduites à l'intérieur d'autres matières, comme la littérature, la poésie, les romans, les autobiographies, l'art, la musique et les croyances spirituelles. Pourquoi l'intégration des voix des Premières Nations à l'intérieur du programme d'éducation peut avoir des bienfaits? Pour la population canadienne, ça apporte de passer par-dessus certains préjugés, de cultiver l'empathie, de prendre conscience des conséquences du colonialisme et de prendre des moyens concrets afin de soutenir un renouveau de l'amitié avec les Premières Nations. En tant qu'adultes, par où pouvons-nous commencer pour s'éduquer? Il y a plusieurs possibilités pour prendre en main sa propre éducation sur la colonisation du Canada et ses répercussions sur les peuples des Premières Nations, avec des balados comme celui-ci, des livres, des documentaires, continuer de se questionner sur les discours d'excuses et sur le récit historique du Canada présenté au grand public et entreprendre des recherches afin de soutenir les peuples des Premières Nations proches de chez nous. Merci Francesco pour avoir répondu à ces questions. Si vous êtes curieux d'en apprendre plus, nous vous invitons à explorer une courte liste de ressources d'information dans la page du podcast.
Merci beaucoup Marina. J'espère que cet épisode vous a plu. À bientôt pour un prochain épisode du podcast Histoire oubliée.